tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, les gouvernements devraient-ils avoir accès aux backdoors? Ce sont ces portes dérobées qui peuvent permettre de s'infiltrer dans des systèmes de cryptographie. Eh bien, le débat continue d'agiter l'écosystème de la sécurité car il a de vraies conséquences sur notre vie privée. Reportage et débrief, ce sera dans un instant. Bienvenue dans l'ère des drones autonomes. Ils sont capables de voler et de filmer tout seuls, mais ils ont quand même besoin de Guillaume Gralet du magazine Le Point pour les tester. Démo, ce sera à suivre. Mais d'abord, cryptographie, vous avez dit cryptographie. Vous le savez, après les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse menée par la NSA, les opérateurs mobiles et Internet ont renforcé leur système de sécurité. Nous pouvons désormais tous communiquer en toute confidentialité grâce à des messageries ou des téléphones cryptés. Sauf que ça dérange les services de renseignement en France, mais aussi aux États-Unis ou encore en Grande-Bretagne. Alors, faut-il concrètement ouvrir des backdoors, des portes dérobées pour que les États et les services justement de renseignement puissent infiltrer ces messageries sécurisées? Le débat, lui, reprend de plus belle. Farah Boucherac et Claire Williams font le point au FIC de Lille, le Forum international de la cybersécurité. Ce smartphone équipe les collaborateurs de François Hollande. C'est le plus sécurisé du marché à en croire Atos, son fabricant. Il s'appelle Hooks et sera mis en vente par Orange uniquement auprès des professionnels. Aujourd'hui, on a amené le chiffrement aussi sur la voix et sur les SMS. Si vous avez le même téléphone, tout ce qu'on va se dire sera chiffré. Le chiffrement permet de brouiller un message. Pour le lire, il faut une clé, un code secret complexe. Côté grand public, plus besoin d'être un geek, des messageries instantanées comme Telegram permettent aussi de communiquer de façon confidentielle. Un nouveau défi pour cette cybergendarme qui a enquêté sur les attentats de Paris. Alors le chiffrement, il est sûr que c'est un frein à l'enquête dans la mesure où ça demande plus d'investigation pour pouvoir accéder aux données. Maintenant, à nous d'adapter nos méthodes pour réussir à décrypter et à déchiffrer ces données qui sont un peu plus sensibles. Apple dérange encore plus les services de renseignement. Le groupe a généralisé le chiffrement sur ses systèmes. Il ne connaît pas ses propres clés. Du coup, le FBI aimerait bien lui imposer des backdoors, des portes dérobées. Imaginez une maison, vous seul en avez la clé, mais le constructeur a prévu une autre porte cachée et ouverte à votre insu. La police peut y entrer incognito, mais a-t-elle vraiment besoin de cet accès? Tous les moyens utiles possibles, mais c'est en tout cas comme cela que ça fonctionnait. Edward Snowden a montré que la NSA a largement utilisé les backdoors pour espionner ses voisins. Et avec une telle faille, n'importe qui peut s'introduire dans un système, y compris des malfaiteurs. Les backdoors vont être exploitables par tout un chacun. Elles ne vont pas rester secrètes longtemps. D'accord? Et le système des backdoors fait que l'informatique mondiale est pourrie. Nous avons rencontré à Davos le fondateur de Wikipédia. Pour lui, l'ennemi, ce n'est pas le chiffrement. It's not even a valid policy option because the bad guys can just use tools that don't have backdoors and they will switch. Also, the good guys will switch because no one wants a weak tool. Les entreprises high-tech se mobilisent. La Silicon Valley pourra-t-elle résister longtemps aux pressions des États ? Et retour en plateau tout de suite avec Guillaume Gralet du magazine Le Point pour essayer d'aller plus loin et décrypter cette question de la cryptographie. Justement, on voit ce débat. Ce débat est clairement posé, Guillaume. Et pourtant, il y a des prises de position assez surprenantes de la part des icônes de la Silicon Valley d'un côté et puis de la part des États de l'autre. Oui, bien sûr, les partisans de la liberté d'expression préfèrent le chiffrement, mais ils ont été rejoints, c'est un peu plus surprenant, par le ministre hollandais de la Justice, qui s'appelle Ard van der Steuer, qui dit que le chiffrement est important pour les entreprises, mais aussi pour le grand public. Et puis, on a vu la position quand même iconoclaste de Tim Cook, le numéro 1 d'Apple, qui rejoint celle de Mike Rogers, un des cadres de la NSA, qui veut, lui, davantage de chiffrement. Il dit que c'est très important. Et alors, dans les technologies même utilisées pour justement réaliser ce chiffrement, cette sécurisation des données, il y a
énormément de progrès qui sont faits en ce moment. Oui, il y a des progrès essentiellement mathématiques qui permettent d'avoir un chiffrement toujours plus sophistiqué. Ceci dit, et c'est très important, l'Electronic Frontier Foundation, vous savez, cette association américaine qui prône la liberté d'expression, explique que le grand public doit se réapproprier les moyens de communication qu'on utilise tous les jours. Ça peut être Facebook Messenger, ça peut être la messagerie d'Apple, de Skype par exemple. Elle a mis en ligne un comparatif assez bien fichu, vous pouvez aller voir sur le site de l'Electronic Frontier Foundation, de chacune des messageries pour voir si les codes sont ouverts et s'ils sont décentralisés. Et on va revenir justement un instant dans les solutions proposées justement par les citoyens et les associations qui luttent pour la liberté d'expression en ligne. Mais d'abord, question qualité. C'est pas tant la qualité finalement du chiffrement qui compte que le caractère centralisé. Oui, alors ce qu'explique l'Electronic Frontier Foundation, c'est qu'à partir du moment où les messages atterrissent sur un serveur, eh bien ils peuvent être écoutés. Alors il y a toute une série de mesures qui vont permettre au grand public de se réapproprier les moyens de communication. Il y en a un qui verra le jour dans quelques mois, au mois d'avril, qui s'appelle Pretty Easy Privacy. C'est un moyen de communication décentralisé qui ne repose sur aucune architecture centrale, donc qui ne peut pas être espionné par des backdoors. L'idée est née au Chaos Communication Camp en Allemagne et ces inventeurs ont beaucoup d'espoir, ils ont levé beaucoup d'argent sur Indiegogo. Et on le disait tout à l'heure, justement, le grand public s'empare du sujet. Oui, l'idée c'est de proposer des solutions open source qui permettent à un particulier de s'adresser directement à un autre particulier. Alors il y a la solution Hello qui a été lancée par Firefox. Il y a une autre initiative née à Strasbourg qui s'appelle les Jitsi. C'est l'équivalent d'un Skype mais en open source. Et puis l'initiative la plus surprenante, en fait c'est un autre nom français, même si ça ne s'écrit pas tout à fait comme le héros gaulois, ça s'appelle Astérix. Eh bien Astérix vous propose d'avoir votre propre serveur à la maison et avec ce propre serveur vous allez pouvoir attribuer des numéros de téléphone à vos correspondants et donc, en théorie, de n'être espionné par personne. Merci Guillaume, et tout de suite, c'est Test 24. Et séquence drone cette semaine en plateau, des drones, oui, mais autonomes. Les voici capables de voler, de filmer tout seul ou même de suivre à la trace leurs utilisateurs. Une start-up grenobloise s'est lancée dans cette bataille. Son application connaît un très beau succès. Un long travelling sur fond de paysages magnifiques. Le mouvement est fluide, la caméra suit parfaitement les deux sportifs en train de dévaler la montagne. Souvenir vidéo garanti et pourtant, il n'y a pas de pilote, pas de caméraman. Bienvenue dans l'ère du drone capable de voler et filmer tout seul. Toi, ready for take-off, tu appuies sur le bouton pour démarrer et le drone, hop, va se mettre en position. Donc, le principe, une application sur le téléphone portable et un drone relié par Bluetooth. On choisit le mouvement, la distance et c'est parti. L'appareil suit le sujet et son téléphone sans les lâcher des yeux. On peut vraiment se lâcher et se donner sur le ride, sur la ligne, sans se préoccuper d'avoir un objectif devant toi ou à côté ou calé sur ton casque. Temps de prise en main, quelques minutes seulement et ensuite, totale liberté de mouvement selon ses concepteurs. Aujourd'hui, pour faire la même chose, vous avez besoin d'un pilote de drone, d'un caméraman et surtout vous avez besoin de beaucoup d'expérience pour savoir piloter un drone et faire ce genre d'image. Aujourd'hui, vous avez juste un smartphone et vous voyez, je le mets dans la poche et tout se passe super bien. Il est là-bas. On peut lui dire coucou. C'est une jeune entreprise de Grenoble qui a lancé cet appareil. Cible visée, les sportifs, habitués à filmer leurs exploits avec des caméras embarquées. Mais aussi un public plus large qui ne se contente plus de simples selfies et veut se voir depuis les airs filmé par un drone. Et en mode suivi, il va toujours se déplacer pour garder la même position par rapport au téléphone. Donc on peut parcourir même plusieurs kilomètres et créer un mouvement de travelling effectivement qui pourrait correspondre à un mouvement d'hélicoptère. Coût de l'appareil, 1 500 € et une autonomie de 15 minutes environ par batterie. Et c'est un peu la course pour conquérir ce nouveau marché. Plusieurs sociétés, notamment américaines, sont également lancées. Version minimaliste pour ce projet de drone bracelet par exemple. On le lance, il fait ses images et revient comme un boomerang. Format intermédiaire, ce projet baptisé Lily, étanche et capable de décoller dans l'eau. Le marché est estimé à près de 500 000 exemplaires par an dans le monde. La PME grenobloise, elle, espère séduire 100 000 clients dans les 2 prochaines années.
Et retour en plateau avec Guillaume, évidemment, pour continuer cette bataille de drones. On va d'abord tester un drone américain, il s'appelle 3DR. Il a été imaginé par Chris Anderson, l'ancien rédacteur en chef du mythique Wired. Oui, alors moins de 5 kg Marjorie, sur cet objet qui peut se stabiliser grâce aux 4 hélices, mais surtout un petit bijou de technologie, ou en tout cas qui abrite beaucoup de technologie. Là, il y a une caméra qui peut être une caméra GoPro ou un de ses concurrents par exemple. Tout est piloté d'un joystick sur lequel j'ai mis mon téléphone, sur lequel j'ai téléchargé une application dédiée. Et qui va vous permettre du coup de pouvoir vérifier les images que fait le drone par exemple? Exactement, en direct de le piloter. Alors ce drone, il est également doté de la fonction Follow Me, qu'on a vu dans le reportage il y a quelques instants. Cette fonction elle est intéressante, mais la vraie spécificité, en tout cas l'approche qui est intéressante chez Chris Anderson, c'est qu'il a mis au point un drone open source, c'est-à-dire que tous les développeurs du monde peuvent créer des périphériques. Il y a certains ont créé des parachutes qui peuvent être intéressants, et il a une approche qui est très intéressante. Il dit qu'à l'avenir, les drones qui peuvent être utilisés dans l'agriculture, dans le bâtiment, pour faire des repérages de bâtiments par exemple, eh bien, ces drones seront gratuits. Lui, il facturera des services de géolocalisation. Bref, tout ce que font aujourd'hui les satellites, ça pourrait être fait par des drones. Ceci dit, cet Américain, il est un vrai concurrent et cette fois-ci, il est chinois. Oui, DJI, Marjorie, vous avez tout résumé avec un jeune patron emblématique, Frank Wang. Et ce chinois, eh bien, il fait peur à Chris Anderson. Il a mis au point un Phantom qui est lui aussi dédié, qui est doté de la fonction Follow Me. Bref, on a une vraie guerre froide des engins volants. C'est passionnant à suivre. Un reporter du Point avait pu rencontrer ce fameux tycoon chinois. Il a vraiment beaucoup d'ambition, donc on a vraiment à suivre une belle bataille. La bataille des drones, évidemment, c'est un match qu'on continuera à suivre ici dans Tech24. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis, puisque vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve, rassurez-vous, comme toutes les semaines sur Facebook et sur Twitter pour commenter ensemble l'actu numérique avec le hashtag Tech24. Et on se retrouve là aussi très vite en plateau.